Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Tu as une belle cravate. Ah, merci. Vraiment, ces derniers temps, cravate là, tu es armé. On dirait que tu as faut- fait venir un conteneur de cravates. Non, il faut bien, il faut bien. Est-ce qu'il y a des gars qui font venir des conteneurs de cravates quand même? Bien sûr, c'est un accessoire de mode pour hommes. Ah, ça. Donc- Bon, il y a les femmes aussi qui mettent les cravates dans un Oui, style. mais c'est d'abord fait dans pour un les style. hommes. C'est comme il y a des hommes qui mettent des jupes, Ouais, bah, malheureusement. Même si moi, je suis pas trop chaud, quoi. on peut essayer un jour. Hein. Non. On peut faire genre juste pour la journée mondiale de la femme, on vient en robe. Sans moi. Sans toi, hein? Sans moi. D'accord, ok. René, prends ton micro, s'il te plaît. Voilà, au lieu de faire les grands gestes. Jean-Paul, aujourd'hui, c'est jeudi. On va combien d'années en arrière? Ben, aujourd'hui, nous sommes le 21 octobre 2021. Bon, il n'y a pas eu un événement particulier, un peu comme je vais faire un peu comme ce que j'avais fait la semaine dernière, c'est-à-dire je vais parler d'une personnalité. Et aujourd'hui, en fait, on commémore les 188 ans de la naissance d'Alfred Nobel. Ah, le gars qui a inventé le prix Nobel. Voilà, c'est Est-ce que l'inventeur. c'est lui qui a inventé le prix Nobel ou bien on a attribué le prix Nobel à son nom? Non, c'est l'inventeur du prix Nobel et je vais y venir. Mais d'abord, pour parler, Alfred Nobel, c'est d'abord un industriel. De son vivant, il a détenu près d'une trentaine de brevets. Et le brevet le plus célèbre qu'il ait détenu et que son entreprise continue à détenir jusqu'aujourd'hui, c'est celui de la dynamite. Donc, le nom La scientifique. dynamite. La dynamite, le trinitotoluène. Alors, il faut savoir que le trinitotoluène est obtenu par un processus chimique assez complexe. Mais il faut savoir que avant, disons jusqu'au début, milieu du 19e siècle même, le seul explosif puissant qui existait dans le monde, c'était la poudre à canon. Donc pendant des Inventé siècles, par les Chinois. voilà, pendant des siècles, lorsque on avait besoin d'un explosif, on utilisait la poudre à canon. Cependant, lorsque l'on voulait maintenant faire de grands travaux d'infrastructure, lorsque l'on voulait faire des grands travaux de génie civil, créer un pont, construire une route dans un endroit où, évidemment, la nature avait totalement pris le dessus, eh ben, il était difficile d'utiliser la poudre à canon parce que les effets étaient extrêmement limités. Et donc, les chimistes vont rapidement commencer à s'intéresser à des substances ou à des éléments qui étaient capables de dégager énormément d'énergie. C'est ça le principe de l'explosif. C'est un combiné chimique qui, lorsque l'on donne un déclencheur, eh ben, il lâche une grande énergie. Et donc, il fallait rechercher des éléments, des substances qui soient capables de l'être. Et on va découvrir que la nitroglycérine, justement, était un excellent explosif. Cependant, la nitroglycérine avait un élément extrêmement nocif et extrêmement dangereux, c'était son instabilité. Donc, lorsque l'on avait de la nitroglycérine, comme c'est un élément liquide, il suffisait qu'on le secouait trop, qu'il y ait une étincelle, qu'il y ait quelque chose, et puis boum, ça explosait. Et donc, Gustave Nobel, qui avait fait des études de chimie aux États-Unis, parce que ses parents, il est d'origine suédoise, son père ensuite avait fait fortune dans le contreplaqué, son père est l'inventeur du contreplaqué moderne, et il a aussi inventé plein d'autres choses, notamment les mines dans l'armement. Et il va constater que, par exemple, les armes ne se vendaient pas bien en Suède, et donc la famille va décider à la fin du XVIIIe siècle, d'émigrer en Russie et de s'installer à Saint-Pétersbourg. Et là-bas, évidemment, le père va faire fortune dans l'armement, notamment en vendant des mines. Et il va donc envoyer, comme il avait 3 fils, il va envoyer donc Alfred Nobel, qui est le second, aller étudier aux États-Unis, tandis que l'aîné, lui, va rester à garder la maison en Russie, et il va très bien y réussir, puisqu'il va la faire fructifier, et il va en faire une des entreprises les plus riches et les plus puissantes de Russie. Et donc, Alfred Nobel, lui, quand il rentre après ses études aux États-Unis, il décide de s'installer non pas en Suède, mais non pas plutôt en Russie, mais de revenir en Suède. Et là-bas, évidemment, il va se lancer dans la recherche concernant la nitroglycérine. Et ça va se faire durant des années, et ça va même prendre une tournure dramatique, puisque au cours d'une expérience avec la nitroglycérine, il va même perdre Émile Nobel, son frère cadet, au cours d'une explosion. Et donc, à partir de là,
il va continuer néanmoins à faire ces recherches-là et à partir de 1866, il va découvrir tout à fait par hasard que la nitroglycéline, lorsqu'elle était mélangée à un élément solide, ça devenait quelque chose de stable. Et donc, lui, il va se rendre compte qu'il avait vaincu la principale difficulté de la nitroglycéline, qui était justement son instabilité. Et donc, en la mélangeant à un élément stable qui est une espèce de poudre argileuse, et ça va faire que la nitroglycéline va devenir quelque chose de solide et donc de stable. Et donc là, ça va devenir du TNT, du trinitotoluène. Et il va aussi inventer... C'est le truc qu'on voit souvent dans les films américains, là, de la TNT. Oui, ce qu'on appelle le C4, la TNT militaire, l'explosif militaire, le C4. Et donc, c'est lui qui va inventer ça. Et par la suite, il va déposer un brevet pour ça. Et il va déposer un brevet pour le déclencheur, donc le détonateur qui, une fois fixé avec la TNT, devait déclencher l'explosion. Et à partir de là, évidemment, pour Alfred Nobel, on peut dire que c'était le jackpot. Ouais. Parce qu'il va découvrir enfin le moyen d'avoir un explosif stable et qui était capable de dégager énormément d'énergie. Et ça va venir à point nommé, puisque de grandes constructions à travers le monde vont se faire grâce à la dynamite. La construction de la Tour Eiffel, l'aménagement du site sur lequel on va mettre la Tour Eiffel, c'est grâce à la dynamite. La construction du canal de Suez, il faut percer les montagnes. Voilà, Ferdinand de Lesseps. La construction du canal de Panama. Donc, toutes ces infrastructures. La construction des tunnels. Des tunnels, mais oui, la construction des tunnels également. Donc, tout ça, grâce à la dynamite, grâce à la TNT, on va parvenir à faire ça. Et donc, la dynamite va être commercialisée à travers le monde et elle est toujours, jusqu'aujourd'hui, c'est toujours quelque chose que l'on utilise énormément, notamment même dans l'exploitation des carrières des mines. Comme en Zarion. Exactement. Là où il y a le lac de Nzarion, puisqu'on habitait là, quand on était petit, à midi, il y avait une alarme qui disait que la dynamite va exploser. Voilà, exactement. Et donc, c'est la dynamite qui va permettre à Alfred Nobel d'acquérir une fortune immense. Bon, aujourd'hui, on estime que, par exemple, la fortune léguée par Alfred Nobel aujourd'hui équivaudrait à environ 1,7 milliard d'euros. Donc, ça veut dire que c'était quelque chose d'énorme. Et donc, il va devenir même l'homme le plus riche de Suède. Et puis, en 1875, il va décider de quitter la Suède et de partir s'installer à Paris. Et à Paris, il va y rester jusqu'à sa mort le 10 décembre 1896. Et donc, de son vivant, évidemment, il va, puisqu'il n'aura pas laissé d'enfants, il n'aura pas laissé d'héritiers, il va donc se lancer dans un ensemble d'œuvres philanthropiques. Mais évidemment, l'œuvre majeure posthume d'Alfred Nobel, c'est le prix dédié à son nom. Alors, la création du prix Nobel vient d'une volonté d'Alfred Nobel. Il avait inscrite dans son testament. Et le principe était que chaque année, on devait remettre une récompense à des personnes qui auraient œuvré dans des domaines précis, notamment pour celui qui concerne des personnes qui auraient œuvré dans des domaines précis, soit en littérature, soit en physiologie, ce qui va devenir aussi la médecine, soit en physique. D'accord ? Et puis, donc ça, c'était d'abord les trois disciplines que Alfred Nobel avait laissées. Et puis, à partir de là, à partir de 1900, on va mettre en place le prix Nobel. Mais les premiers prix Nobel vont commencer à être distribués à partir de 1905. Et donc, le prix Nobel salue pas forcément la carrière, salue beaucoup plus la carrière aussi, il faut le dire, parce qu'on regarde l'œuvre que la personne a accomplie. Et donc, ce prix Nobel-là, et ensuite, derrière, il y a une somme d'argent que l'on remet. Ça équivaut à peu près aujourd'hui à 10 000 euros que chaque lauréat perçoit. En fait, même le nombre varie, parce qu'en réalité, c'est une cagnotte. Et puis cette cagnotte-là... Ouais, parce qu'il y a des gars qui touchent près d'1 million de dollars. Et il y a la cagnotte que l'on répartit et en d'autres
entre les différents lauréats. Et puis, il y a une chose qui est importante, c'est souvent on se demande pourquoi est-ce que Alfred Nobel a choisi uniquement la médecine, donc la physiologie, la médecine, la chimie, et la physique et la paix. Parce qu'il estimait, pourquoi il n'a pas pris par exemple les mathématiques, pourquoi il n'a pas pris les sciences sociales ou d'autres sciences. Tout simplement parce que Alfred Nobel estimait que les sciences sociales n'étaient pas de vraies sciences. Donc pour lui, les sciences, c'était des disciplines qui changeaient radicalement le monde. D'accord? Et donc pour lui, les mathématiques ne changent pas le monde. Il estimait que plutôt la médecine changeait le monde parce qu'on permettait de vaincre des maladies. La chimie changeait le monde parce qu'on permettait de fabriquer des choses comme des médicaments ou des choses qui allaient, en l'occurrence ici la dynamite, qui allait permis à l'humanité de faire de bons considérables en avant. On avait la physique parce que la physique permettait d'inventer des objets, des machines justement qui, elles aussi, permettaient au monde d'évoluer. Et donc pour lui, c'était évidemment ces 4 disciplines, donc la chimie, la physique, la médecine et œuvrer pour la paix dans le monde, c'était les 4 choses évidemment qu'il estimait être les plus importantes. Et donc depuis lors, à partir de 1905, il va y avoir donc ces 4 prix-là qui sont décernés par l'Académie Nobel. L'Académie Nobel est constituée d'un ensemble de personnalités et il y a différents groupes dédiés à la recherche du lauréat du prix Nobel dans ces 4 disciplines-là. Et à partir de 1960, la Banque centrale de Suède va, elle aussi, décider de financer un autre prix Nobel, c'est le prix Nobel d'économie. Donc il faut savoir que le prix Nobel d'économie, en réalité, est décerné par la Banque de Suède, mais évidemment sous la coupe de l'Académie Nobel. Ce n'est pas un prix qui a été créé par l'Académie Nobel. C'est le prix Nobel d'économie, c'est évidemment un prix qui a été créé par la Banque centrale de Suède. Et donc à partir de 1960, il va y avoir ce nouveau prix-là qui va s'ajouter. En 1991, il y avait une tentative d'ajouter des sciences, un prix Nobel, notamment pour les sciences, pas pour les sciences, notamment pour l'écologie, tout ce qui est écologie et développement durable. Malheureusement, jusqu'à présent, ça n'a pas encore abouti. On l'ignore pourquoi, mais il est clair que, étant donné que l'écologie, le développement durable, la protection de la nature, toutes ces questions-là liées à l'environnement sont devenues des questions extrêmement cruciales pour les gens, et que le GIEC, le groupe d'experts sur les changements climatiques, avait même déjà reçu le prix Nobel de la paix. Donc, il ne serait pas étonnant que dans les mois ou dans les années à venir, on ait un prix Nobel dédié à l'écologie et à l'environnement. Donc, ça c'est en train d'arriver, on sent ça. Voilà, donc vraiment c'est quelque chose sur lequel l'Académie Nobel travaille, mais il faut aussi savoir que en termes de prestige, évidemment, le prix Nobel est le prix dans le monde qui a le plus grand prestige. Maintenant, il faut aussi savoir qu'il y a il y a aussi des récompenses équivalentes dans d'autres disciplines, par exemple. Si vous avez les mathématiques, on a la médaille Phelps. La médaille Phelps, voilà. Cette médaille... la médaille Phelps est considérée comme le prix Nobel des mathématiques. Oui, mais la différence... Qui a été refusé par un gars en 2006. Oui, maintenant la différence, c'est que dans la médaille Phelps, c'est pas une médaille qui couronne la carrière. Au contraire, c'est une médaille qui met en avant la progression intellectuelle de son détenteur. C'est quelqu'un dont on voit que la progression est constante et elle est importante dans le sens où son apport dans la discipline en mathématiques est importante et elle est constante. Donc c'est cette constance-là en réalité, cette progression que la médaille Phelps vient récompenser. Et puis aussi, il y a d'autres médailles dans d'autres domaines. En informatique, il y a aussi des médailles, enfin il y a aussi des récompenses, mais celles-ci évidemment sont moins prestigieuses, elles sont moins connues que le prix Nobel, qui est aujourd'hui évidemment la récompense la plus prestigieuse qui existe dans le monde. En 2020, il n'y a pas eu de décernement de prix Nobel à cause de la pandémie, puisque l'Académie n'avait pas pu se réunir pour décider des choix. Et donc, c'est la seule année où on n'a pas, bien entendu... Beaucoup d'Africains qui ont eu le prix Nobel, moi, j'en connais qu'un seul.
Wole Soyinka qui avait eu un moment le prix Nobel de littérature. Oui, ça, et je crois que Desmond Tutu aussi. Il y a Desmond Tutu a eu le prix Nobel de la paix. Wangari Maathai, Ah, Kenyan, prix Nobel de la paix. Elle était environnementaliste. Elle a été pour le reboisement dans l'Afrique de l'Est là-bas, pas l'Afrique australe. Kofi Annan aussi il a eu le prix Nobel. Il y a Elie Mori, non, il y a en littérature, je crois qu'il y a 2 ou 3 Sud-Africains, les noms m'échappent, mais je sais qu'il y a des Sud-Africains aussi qui ont eu le prix Nobel en littérature. Voilà. D'accord. Mais il est clair qu'il n'y a pas eu d'Africains en prix Nobel de médecine, ni en prix Nobel de chimie, ni de physique. Voilà. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur le brin d'histoire ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dark Fresh Morning, le réveil matinal qui vous donne l'énergie, la musique et la bonne humeur. Urban FM 104.5.